Bonjour Victoria. Salut Thierry, encore dans la newsroom mobile. Et j'y transpire parce qu'effectivement le temps se lève, donc ça va être l'orage, mais avant, eh bien il fait Ah chaud, ouais, voilà. ouais. Mais on est. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour du live, hein? Ah ouais, qu'est-ce que tu veux ça? Dernier épisode de cette saison avant la pause estivale. Effectivement, on vous l'a dit, on va aussi nous un petit peu s'octroyer des vacances, on mettra des grosses guillemets autour de ça. Et puis surtout, on va vous préparer le nouveau format pour la rentrée qui arrive très 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 prochainement, hein. C'est clair et net que ça va pas être une très longue pause. À propos de pause et à propos d'agenda, n'oubliez pas ceci. Magnéto, Serge. Et oui, c'est presque la dernière fois qu'on vous rappelle que l'inscription au meilleur de la pub 5e édition sont toujours ouvertes, les inscriptions jusqu'au 7 août. Peut-être qu'on se retrouve d'ici le 7 août, peut-être un petit peu plus tard, mais quoi qu'il en soit, vous avez pratiquement moins d'un mois pour sortir vos plus beaux projets. Quelle que soit la version de cette édition, elle aura bien lieu. C'est en septembre prochain, donc dépêchez-vous. Et merci aux agences qui ont pris le temps d'inscrire des projets ces derniers jours. Ça fait bien plaisir de voir arriver des projets pour cette 5e édition du meilleur de la pub. Victoria, il y a notre invité qui attend très très Bah ouais, sagement dans le studio. De ça, qui il a s'agit-il raison. aujourd'hui? Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Alexandre Henriquez, qui est fondateur et directeur de création de l'agence IMN. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Victoria, bonjour Thierry, je vais très bien. Merci, merci de me recevoir pour cette dernière de la saison. Donc je suis heureux de pouvoir Saison, terminer avec vous. ouais, ça me Pardon? fait plaisir. Saison 1, Voilà. voilà, ça nous fait très plaisir. Bah oui, et surtout, ça me fait d'autant plus plaisir que tu es graphiste de formation et c'est cet aspect-là, on l'a peu traité jusqu'à maintenant. On a eu. Alors, ton parcours, il est très intéressant parce que tu as démarré graphiste. Je sais que tu aimes bien dire le mot designer. Après, tu vas peut-être nous développer un petit peu plus la différence. Graphiste, directeur de création, tu as été indépendant et tu as créé une agence. Donc, tu as fait exactement tout le spectre de ce qu'on peut faire dans ces milieux. Euh, c'est le parcours royal. Alors je ne sais pas si c'est le parcours royal. Par contre, moi j'ai toujours aimé enfin, la formation, on va dire, sur le terrain. Et c'est vrai qu'en faisant un apprentissage, donc j'ai effectivement j'ai une formation de commerce avant, mais j'ai fait un apprentissage en agence de pub. Ensuite, j'ai découvert quelque part au fur et à mesure du chemin que ben, c'était hyper large. Il y a la pub, la communication. Tout à coup, j'ai eu cette rencontre avec l'identité visuelle, le branding. Et en fait, d'étape en étape, je me suis rendu compte que c'était un univers très, très large. Je rebondis sur ce que tu disais au départ. Oui, j'aime bien dire designer parce qu'on se rend compte que c'est très grand. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On parle de print, de digital. Donc oui, j'ai un parcours où je suis très heureux parce que j'ai pu vivre vraiment beaucoup de choses différentes et il y a encore 1 million de choses que j'aimerais pouvoir vivre avant la fin de ma carrière. Et voilà, c'est tout ce à quoi j'aspire. Mais du métier de graphiste, quand tu as démarré le graphisme, à aujourd'hui, bah, tu as vécu une mutation juste hallucinante. Il a toute l'intégration de tout le digital. Qu'est-ce qui a été le plus contraignant ou peut-être le plus simple, je ne sais pas pour toi? Bah, je pense que quelque part, moi, j'ai toujours eu alors peut-être pas en apprentissage, mais j'ai assez rapidement eu une vision sur le fait que, autant les applications et j'ai envie de dire les supports, donc quand je dis les applications, que ce soit les logiciels ou que ce soit finalement les supports sur lesquels on s'exprime, qu'ils soient imprimés ou qu'ils soient digitaux ou qu'ils soient physiques, si on parle de signalétique, c'est pas tellement ça l'important. Ils évoluent, ils continueront à évoluer. Donc, moi, ce que j'ai tout de suite aimé dans le graphisme, et c'est ce qui m'a attiré dans ce domaine, c'était de pouvoir
créer, donc faire de la création, avoir une approche créative, esthétique aussi, ça fait partie du milieu. Et puis ensuite, de pouvoir m'exprimer sur divers supports. Alors, c'est clair que dans la mutation, ce qui a muté, ben, c'est on a appris à utiliser des nouveaux outils, de travailler sur des nouveaux supports. Il y a des gens qui avaient été très effrayés du changement. Moi, j'ai fait ça dans les débuts des années. Enfin, j'ai fini ma formation en 2000, donc ce qui fait que Internet était déjà là, mais c'était pas aussi développé évidemment que maintenant. Donc c'est une mutation, mais j'ai quand même le sentiment que ça continue à évoluer et que ce sera toujours comme ça. Donc ça m'effraie pas beaucoup, mais c'est un métier d'évolution, oui. Alors, je ne sais pas si tu as vu, il y a une semaine, le Leading Swiss Agency, qui est l'association qui réunit les plus grosses agences de Suisse, a mandaté un sondage auprès des jeunes pour voir si les métiers autour de la publicité et de la communication étaient encore attirants. Alors, je m'étais posé la question, j'ai parlé avec eux. Alors, c'est plutôt sur Zurich, où c'est vrai, ils ont un peu du mal à recruter. Toi, je sais que tu donnes des cours aussi à l'ERACOM. Ces jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché, de quoi ils rêvent? Ils voient comment leur métier? Alors, moi, je ne donne pas de cours à l'ERACOM. J'ai la chance d'être parmi les experts pour les examens de CFC, mais du coup, c'est clair que c'est intéressant de voir aussi leur approche et ce travail-là. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qui les attire dans la… Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se tournent vers le graphisme parce qu'ils ont une fibre créative ou une envie de faire un métier artistique ou créatif et qui se tournent vers ce genre de métier parce qu'il n'y en a pas autant que ça. Si on regarde des métiers où finalement une approche créative, artistique est demandée. Et je pense que c'est ça qui reste, à mon sens, l'intérêt principal de l'attirance principale qu'on peut avoir pour ce métier aujourd'hui. Alors ça a l'air super simple quand on t'entend parler, mais donne-nous le secret, la recette pour arriver à passer, alors excuse-moi le terme, parce que j'ai bien compris, c'était plutôt designer que graphiste, mais tu auras compris le sens de ma question. Comment oui. on passe de ce métier aux autres métiers sur lesquels en plus tu es bon, tu excelles et tu arrives à avoir ces différentes casquettes parce qu'on le sait, on n'est pas publicitaire parce qu'on est graphiste, on n'est pas patron d'agence parce qu'on est graphiste. C'est quoi ta recette ? Alors ça, c'est une bonne question. Non, je pense que la recette, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Souvent, on me dit, mais moi, j'aimerais bien être graphiste, mais je ne sais pas utiliser les logiciels ou je ne sais pas faire ci ou je ne sais pas faire ça. Mais ce n'est pas très important. En réalité, tout s'apprend et tout change. Je prends l'exemple des logiciels. Pour donner un exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler, les logiciels qu'on utilisait, ils n'étaient pas tout à fait les mêmes. On travaillait avec d'autres choses. Puis chaque fois qu'il y avait un changement, ça peut être effrayant, mais quelque part, il faut juste apprendre à utiliser ces nouveaux logiciels, apprendre à utiliser ces nouveaux supports aussi. Et je pense que si on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'envie de créer, l'envie d'être créatif, l'envie d'amener autre chose, l'envie de faire du beau, on peut l'appliquer. Moi, j'avais jamais fait de site internet avant d'en faire un. Comme il y a toujours une première fois, c'est génial, c'est passionnant, c'est des nouveautés qu'on apprend et on applique finalement ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire amener une plus-value, amener de la création, amener une certaine esthétique. Et oui, ça paraît simple, mais je pense que conceptuellement, ça l'est. Il faut juste se concentrer sur je veux être graphiste parce que j'ai envie de faire de la création, parce que j'ai un sens esthétique, un sens de communication, peu importe le support. C'est ma théorie, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, on voit que le métier a évolué et que de la publicité, de plus en plus, on passe à la communication, mais aussi toutes ces agences ont introduit la réflexion autour du branding qui permet d'avoir un positionnement autour de la marque et puis après de créer en fonction des supports nécessaires. Alors, est-ce que, parce que là, si tu as une approche très graphiste, comment tu arrives à pouvoir apporter, je dirais, du conseil? C'est pas évident non plus, c'est quand même aussi un autre métier. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes dans notre métier. C'est pour ça que c'est un métier qui est génial parce que finalement, il y a tout plein de choses à faire. Et c'est vrai que graphiste, faire des belles choses, faire des beaux logos, des belles identités, des belles affiches, c'est pas suffisant. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Le client, il paye pas pour ça. Alors, parce que comme vous le savez, on peut faire un logo en ligne pour rien, pour 500 francs ou simplement customiser une typo et puis quelque part, ça fait l'affaire.
Alors ça, c'est une des évolutions qu'il y a eu aussi dans le monde de notre métier, c'est que on a maintenant en fait en face des acteurs. On se compare plus à l'agence d'à côté, on se compare au monde entier, aux agences qui sont à Londres, à New York, etc. Donc pour en revenir disons à la question, c'est vrai que il y a un vrai besoin de proposer des choses qui sont sur mesure, qui correspondent, et auxquelles en fait, on est là pour amener des réponses. Et moi, j'aime beaucoup et je tiens beaucoup à ça. Quand on fait du graphisme, quand on fait du design, on doit pouvoir justifier chaque élément, chaque chose qu'on fait, pourquoi on le fait, et parce qu'en fait, on est des professionnels et chaque élément graphique, chaque couleur, chaque support, chaque façon de faire doit répondre à une utilité. Et aujourd'hui, le branding, alors ça va très loin parce que c'est vraiment l'idée de dire on répond à une demande, on crée une identité sur mesure. Et on n'est plus tellement dans une proposition multiple, on est plus dans une approche en profondeur émotionnelle de qui est le client, qui est la marque, où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se comporte. Et on est là pour traduire ça. Et je pense qu'en tant que graphiste, c'est beaucoup plus enrichissant et intéressant de pouvoir dire ce que j'ai fait, c'est pas juste beau, parce que beau, tout le monde peut faire du beau, mais ça répond vraiment à quelque chose, ça donne une émotion et en fait, on peut vraiment justifier comme un juriste pourra justifier son travail légal en disant il y a des règles et ça correspond à ça, 1 plus 1 égale à 2 et dans notre travail, c'est très important de trouver ça parce que c'est ce qui va faire la différence entre des professionnels du branding ou des professionnels de la communication générale et puis des choses en ligne qui coûtent rien. Et je pense que le client, on pense souvent qu'il est un peu, qu'il n'a pas cette notion-là, mais dès le moment où on commence à faire des expériences de cette manière-là avec le client, il comprend très rapidement la différence entre un logo en ligne à 500 francs et une vraie opération de branding. Alors justement, pour parler de ce client, donc c'est les entreprises, on voit qu'elles se sont un peu perdues entre des visuels en ligne, offline, leur corporate. Et aujourd'hui, cette demande du branding, elle est de plus en plus forte aussi parce que le client qui, lui, suit la marque sur tous les points de contact, il est un peu perdu parce que finalement, les marques ne sont pas aussi cohérentes qu'on pourrait l'imaginer sur leur image. Alors, c'est une très bonne question parce que finalement, c'est la première économie qu'un client peut faire dans sa communication, c'est de faire un bon travail de branding et puis de charter tout ça, de guider ça pour que chaque élément qui sort dans sa communication corporate, mais dans sa publicité, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il va dépenser pour acheter des meubles, même pour aménager ses espaces clients ou bureaux. Si les choses sont bien réfléchies, puis qu'on peut dire, je prends un exemple bête, mais on a choisi tel meuble pour notre mobilier de bureau, tel meuble pour notre magasin, telle communication pour notre site, et qu'on peut justifier ça en disant, ben oui, parce que nous, on est comme ça, c'est notre marque, c'est notre positionnement, et quelque part, tout l'argent, le moindre francs qui est investi dans les supports sont maîtrisés et du coup, on a une vraie force de communication. Donc, c'est une économie parce qu'il y a beaucoup et surtout souvent dans les petites PME où en fait, on fait un peu de ci, un peu de ça avec une agence, avec une autre, etc. Et au final, on dilue l'image et on dilue la force que peut avoir le branding. Mais pourquoi, Mais pourquoi les marques se perdent à ce point? C'est un problème à l'interne où chaque personne qui touche à la com essaie de faire quelque chose d'autre, ou c'est parce qu'on a trop de prestataires? Parce que finalement, c'est une recette qui semble tellement logique, mais qui ne s'applique jamais. Alors, elle ne s'applique pas jamais et je pense que si on regarde les grandes marques, donc celles qui ont vraiment des gros moyens, qui travaillent avec des grands réseaux, des grandes sociétés de branding et qui ont des budgets et qui ont à l'interne un département prévu pour gérer la marque et l'image de l'entreprise, en général, celles-là, elles gèrent très bien leur image et il n'y a rien qui sort. Si on regarde les grandes marques de voitures ou les grandes marques, même les grandes banques ou autres, en termes de communication, tout est vraiment cadré, toujours les mêmes typos, le même message, tout est vraiment très mesuré
mesurée et très pesée. Et pourtant, c'est les entreprises qui ont plus d'argent. Et elles maîtrisent ça très bien. Et il n'y a pas de raison que, bien au contraire, que les plus petites entreprises, les PME ou même les indépendants, la petite PME qui a un budget de communication devrait toujours, avant de faire sa communication, bien réfléchir à son branding, son identité et bien comprendre qui elle est et qu'est-ce qu'elle veut donner comme image avant de commencer à communiquer. Parce que tout ça, c'est de l'argent qui est économisé. C'est comme si maintenant, je prends un exemple que je trouve assez intéressant, c'est comme si on dit, on va construire un immeuble, et puis on commence à construire l'immeuble sans réfléchir à finalement qui va habiter dedans, à quoi ça sert, etc. Puis on va faire des pièces et tout. Puis quand il sera fini, on va se dire, on est peut-être un petit peu étroit dans certaines pièces. On n'a pas pensé à mettre de fenêtres là. Il y aura des enfants dans cette pièce, etc. Et c'est un peu pareil le branding. Il vaut mieux réfléchir à ce qu'on va faire pendant les 10 prochaines années avant de commencer à monter des murs, à peindre et à dépenser des frais en communication. Donc c'est un travail qui paraît toujours un peu peut-être un peu important au départ et c'est des coûts, mais quelque part, je pense que c'est une économie sur le long terme. Alors, il y a 2 ans, tu lances ton agence, IM. Qu'est-ce qui t'a poussé pour aller sur l'entrepreneuriat et est-ce que tu n'as pas eu peur parce que ce n'est pas forcément évident? Donc, tu avais travaillé dans des agences, tu avais travaillé comme freelance et puis après, tu lances ton agence. Alors, voilà, est-ce que tu t'es dit, c'était la nécessité ou ça a été une opportunité? Voilà, raconte-nous. Alors ça s'est fait un peu naturellement. C'est vrai que j'ai jamais cherché à être absolument indépendant. C'est pas un but que je poursuis. Moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'avoir du plaisir dans mon travail et puis de pouvoir faire ce que j'aime. Alors j'ai pu le faire de longues années dans des agences et puis à un moment donné, c'est vrai que chemin faisant, approche-là. Et puis, chemin faisant, à un moment donné, on se rend compte aussi qu'on développe des compétences, on développe aussi une vision sur le travail et sur ce qu'on veut apporter aussi à nos clients. Et le meilleur moyen finalement de pouvoir le faire dans une absolue, dans une approche totale, je pense que c'est vraiment de faire une proposition qui vous ressemble et qui est unique. C'est pour ça que c'est ça qui m'a finalement amené à l'indépendance et à créer ma propre entité pour pouvoir proposer vraiment ce que j'ai appris pendant ces quelques 20 ans de carrière, en gros. Donc, c'est ça qui m'a amené à l'indépendance plus que l'envie d'être absolument indépendant. J'ai travaillé très longtemps dans des agences et j'adore la collaboration à l'interne de plus grandes agences et c'est passionnant. Mais à un moment donné, voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir arriver avec quelque chose un petit peu différent et puis vraiment, on va dire, taillé avec les expériences que j'ai pu avoir. Alors, quelle est la bonne taille de l'agence aujourd'hui? Mais il n'y en a pas. Alors, il y en a pas, oui et non. Je pense qu'aujourd'hui, ça dépend. Moi, je crois beaucoup aux professions et aux entités qui sont spécialisées. Ça fait longtemps que je crois plus à la grande agence 360. Je pense qu'on ne peut pas être bon dans tout et je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment des perles dans certains domaines et c'est plus dans cette approche que nous travaillons ici. On est une mini-équipe, on est 3 personnes. Par contre, on travaille beaucoup avec des spécialistes à l'externe qui sont des pros dans leur domaine. Et moi, je me mets toujours à la place du client. J'ai envie d'amener à mes clients, et c'est ce que je m'efforce de faire, les meilleurs dans chacun des domaines. Donc, je pense que la bonne taille, pour répondre à ta question, c'est une taille qui permet de quand même pouvoir prendre en charge des mandats, ça dépend aussi des mandats qu'on a envie de pouvoir prendre. Et puis, ce qui est bien quand on a une petite agence, c'est le luxe qu'on a eu, en tout cas, ou qu'on peut avoir, c'est on peut dire non à des mandats qui ne nous correspondent pas. Je pense qu'un bon travail, il se fait que si des deux côtés, on a envie de travailler ensemble. Donc, de temps en temps, de pouvoir dire non, c'est bien. Donc, une petite structure avec un réseau, pour moi, c'est l'idéal. Après, je pense que quand on est trop grand, trop lourd, ça peut engendrer des choix qu'on n'a pas envie de faire, d'accepter des mandats qui ne nous correspondent pas complètement. Et puis peut-être que c'est aussi le début on commence un peu à se perdre, je pense, si on va dans cette direction. C'est pour ça que nous, on a assez envie de rester une petite taille. Alors après, est-ce que 3, est-ce que 10, combien c'est une petite taille? C'est assez difficile à dire, mais je pense qu'on a plus d'agilité. Et puis par les temps qui courent, l'agilité, elle est quand même bien vue. Et quelles sont les spécialités des 2 autres collaborateurs que tu as?
Alors, on est tous dans ce mood du branding. C'est quelque chose qui nous plaît parce que c'est très large, parce que c'est justement quelque chose qui peut nous amener à travailler sur de multiples supports. Et on a les deux personnes qui sont là. Une des deux personnes est plus spécialisée dans, on va dire, dans l'approche imprimée, print, justement. Et puis l'autre, un peu plus, si je dois donner des spécificités, plus dans le motion design, plus dans une approche digitale. Euh, on parle beaucoup du digital des sites internet, mais nous, par exemple, on crée des marques, on les crée directement en mouvement parce qu'aujourd'hui, ben, la plupart des supports sont digitaux et ça fait plus de sens de penser une marque uniquement statique. Donc, c'est quelque chose qui me semblait très important et c'est pourquoi on travaille maintenant beaucoup dans cette direction de motion design. Alors, un de tes derniers travaux là, que j'ai publié, que tu m'as envoyé, c'est le magnifique relooking du parking de la Riponne. Alors là, on n'est pas du tout dans du motion design, on est vraiment dans du dur. Alors là, c'est de la signalétique, c'est quoi? C'est du rebranding, c'est quoi? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement essentiellement du rebrand, de la signalétique, mais c'est clair qu'il y a alors, pour rien dévoiler, mais pour comme en dévoiler un tout petit peu, il y a effectivement une grosse opération derrière de rebranding. Tout ça va être va être dévoilé en automne, enfin en septembre. Donc, ce qu'on voit, on va dire, c'est la pointe de l'iceberg. C'est clair qu'il y a vu que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps à faire, hein, refaire un parking, repeindre un parking. Les choses sont déjà visibles, on en parle déjà beaucoup, mais c'est qu'une une petite partie. Il y aura aussi du motion design, il y aura de la communication, il y aura de l'identité, il y aura beaucoup de choses. Et ce sera un bon exemple pour démontrer comme quoi le branding, c'est très large et passionnant parce qu'on travaille sur les murs du parking, on travaille sur le site internet, sur la com, sur du motion design et c'est génial. Et c'est génial. Et si demain il y a un autre support, mais on sera aux anges. Ça veut dire il n'y a pas de limite à notre créativité. Ouais, parce que donc là, vous avez carrément habillé les murs du parking. On a carrément en fait, l'idée de ce qu'on fait, c'est de dire on a envie de plonger les gens nos clients, les clients de nos clients dans des expériences de marque. Et une expérience de marque, ben, dans un parking, elle commence dès le moment où je rentre dans le parking, je parque ma voiture, je sors, il faut que la signalétique il faut que ce soit lumineux, que ce soit plaisant, que la signalétique soit claire. Et puis, si on peut avoir des phrases qui nous mettent dans une certaine, certaine humeur, c'est intéressant. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a joué, on a dessiné une typographie sur mesure et on travaille avec des grands slogans très, très sympas écrits par un rédacteur avec qui j'aime beaucoup travailler. Et on a des phrases sympas qui sont un petit clin d'œil, mais qui donnent aussi un ton, quelque part, le tone of voice de cette nouvelle marque. Et bien sûr, on peut jouer sur les murs, on peut jouer sur les écrans, même la musique peut être différente. Enfin, c'est très, très large. C'est très, très large et c'est vraiment passionnant. Et c'est une collaboration qui est vraiment très, très sympa. On a des gens en face, parce que c'est vrai que le client, c'est toujours très important dans une collaboration, qui sont hyper ouverts et beaux et créatifs. Et c'est vraiment une collaboration géniale. Je reviens à ma question précédente, avant l'issue de ce live. La toute première fois que tu t'es retrouvé à défendre un projet qui allait au-delà justement de ton rôle de graphiste pour justement le sensibiliser, le fameux client, au fait qu'on est en train de construire un immeuble, que les pièces, j'aime bien l'exemple des différents usages de l'appartement. Comment ça s'est passé? Allez, entre nous, dis-moi comment ça s'est passé quand tu as switché de graphiste à designer, accompagnateur, travail main dans la main de la marque de ton tout premier client pour lequel tu as pu vendre tes services dans ce domaine? Alors, ça dépend parce que je le faisais. En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est évidemment des choses que j'ai appris à faire dans les agences. Hein. C'est les premières fois où j'ai dû défendre ce genre de démarche. C'était dans les agences dans lesquelles j'ai passé. En fait, je me rappelle plus, je dois avouer, de la première fois où on a switché. Mais je pense que tout graphiste, tout créatif sait de quoi je parle. On doit toujours défendre nos projets. Et il n'y a rien de pire qu'un client qui nous dit « Ah bah ma femme, elle préfère le logo vert, donc on va prendre le logo vert. » Et ça, on veut plus l'entendre. On veut plus entendre ce genre de choses.
et à juste titre que quand nous, on fait une démarche, il y a une démarche derrière, il y a une réflexion et je pense que quand on explique aux clients pourquoi on propose ça et c'est à ce moment-là qu'il y a le déclic. Et quelque part, ta question par rapport à quand est-ce qu'on passe du côté graphiste qui peut-être exécute du pur graphisme ou de la mise en page et qu'on passe dans ce stade où on se dit mais quelque part je peux justifier ce que j'ai fait, je suis fier de mon boulot. Je pense que pour moi ça s'est fait peut-être juste après la formation ou même pendant la formation parce qu'on nous demande aussi de défendre quelque part nos travaux quand on travaille à l'école ou même au début en apprentissage en agence. Et c'est quelque chose que moi j'ai toujours aimé faire, de défendre mon travail, parce que, et je dis toujours aux graphistes les graphistes que j'avais dans mon équipe même avant, de dire mais t'es la meilleure personne pour défendre ton travail, tout ce que tu as choisi, tu l'as réfléchi, donc dis-le simplement. Et quelque part, le branding, c'est rien que ça, c'est du bon sens de dire vous êtes ça, vous avez besoin de telle et telle chose, on va les traduire visuellement. Alors, on a lancé ces lives parce qu'il y avait ce coronavirus, donc on finit cette première saison et j'espère qu'on n'en parlera plus dans la deuxième saison, ce coronavirus. Ouais, j'espère aussi. Espérons. Mais voyons, alors comment ça s'est passé pour Im? Parce que est-ce que tu as dû aussi pitcher comme certains à travers Skype ou Teams? Est-ce que tu as eu des clients qui ont tout arrêté? Enfin, voilà. Quelle est ton expérience? Bon, alors je pense comme tout le monde au début, c'était quand même, on ne sait pas trop, on a l'impression qu'on a éteint la lumière et que quand on va rallumer, on regardera s'il reste encore quelque chose. On a eu cette sensation, donc beaucoup d'angoisse et puis de se dire, mais mon Dieu, en plus, la société est toute jeune. Voilà, c'est des choses qu'on n'a encore jamais vécues. Et puis après, c'est vrai qu'on attendait aussi un peu le retour client. Alors pour nous, on a un petit peu tous les cas de figure. C'est-à-dire, on a les clients qui avaient on avait des offres en attente pour des gros projets qui ont été totalement gelés. Alors on ne sait pas si c'est quelque chose qui reviendra ou pas. On a d'autres sur lesquels on était en cours et c'est des projets de long terme, assez long terme. Donc du coup, ça, on a poursuivi et Dieu merci parce que ça aurait été terrible d'arrêter. Et puis d'autres qui ont été étonnants et qui ont compris aussi que quelque part ces périodes de crise, c'est aussi des périodes d'opportunité, surtout en tout cas dans le repositionnement, et qui ont eux été. Moi j'ai des clients qui ont été très très touchés par cette crise et qui ont justement, plutôt que de continuer à faire du day-to-day business, puisqu'il n'y en a plus, ont décidé justement de faire un travail de fond sur le positionnement, sur leur identité, sur revoir les codes, etc. Et quelque part, je les salue parce que je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire quand en tout cas on peut se le permettre. Parce que quelque part, on sait que ça s'arrête, que ça se ralentit, mais à un moment donné, si on regarde dans le passé, les crises, elles passent toujours. Donc, il n'y a pas de raison que celle-ci ne passe pas. Et quand ça va repartir, ceux qui auront eu l'intelligence et la possibilité de faire ce travail de positionnement, ce travail de marque, de réflexion sur soi, de peut-être revoir sa façon, ses produits, comment attaquer le marché, etc. Ceux qui ont fait ce travail-là pendant cette période, ils partiront quand ça partira avec de l'avance. Et c'est eux qui gagneront. C'est vrai. Ton sentiment deuxième semestre, ça repart? Alors, c'est là où, quelque part, peut-être, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est vrai qu'en tant que tel, la crise, nous, on a pu continuer à travailler, on a travaillé à distance, aucun problème. Ça ne nous pose pas tellement de problèmes, en réalité. C'est plus peut-être cette espèce de timidité ou on va dire de cette sensation que tout est un petit peu gelé qui fait qu'on sait pas trop comment sera le deuxième semestre et encore le deuxième semestre, je dirais, on ne sait pas trop comment sera l'année prochaine. Donc c'est là où je pense que tout le monde est un peu dans cette position, on bouge plus, on est tous un peu en statut et on attend de voir ce qui se passe. Et je pense que c'est pas très bien parce que personne bouge, personne ne fait d'investissement. Enfin, il y en a quand même qui le font. Il y en a quand même qui profitent, comme je dis, de ce ralentissement. Mais c'est vrai que les temps sont incertains et je crois que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu universel en ce moment, malheureusement. Écoute, on croise les doigts pour que ça aille mieux et que les bonnes nouvelles soient vraiment réel. Et c'est vrai que, voilà. Alors, en tout cas, sur ces 71 épisodes qu'on a pu faire, Thierry,
depuis enfin c'était quoi, mi-mars ou fin mars. J'ai l'impression que ça fait des années déjà. Je pense. C'est incroyable. En tout cas, on remercie tous les gens qui nous ont suivis parce que c'était vraiment une expérience. On l'a fait from scratch avec mais zéro stratégie. Donc, c'est pas qu'on avait fait des super plans. On y est allé comme ça. On y allait avec notre cœur parce qu'on s'est dit, mon Dieu, mais tout va disparaître. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que ces agences continuent à exister. Et merci à tous d'avoir partagé toutes ces informations-là. Je te remercie parce que c'est vrai que c'est hyper important pour nous. Les leçons qu'on peut tirer, c'est que il y a beaucoup de résilience et que tout le monde a travaillé, tout le monde a continué à travailler. Pour l'instant, toutes les agences qu'on a contactées sont encore en vie, donc ça c'est un excellent signe. C'est un excellent signe. Bon, on verra quand il n'y aura plus des rachetés, on verra ce qui se passe. Et Oui. puis, tout le monde a une visibilité à 3 mois. Thierry, c'est à peu près ce que tout le monde nous dit, non? C'est ça. Personne s'essaye à jouer la boule de cristal pour essayer de deviner de quoi sera fait demain. Alors nous, pour vous donner un petit peu envie de penser à demain, on va vous rappeler que vous étiez beaucoup à nous dire c'est très sympa de pouvoir voir telle ou telle agence ou tel acteur de ce métier autrement que l'a priori ou le préjugé que j'avais. Donc merci, on les prend comme des compliments, ces petites remarques qui nous ont donné raison de faire ce live comme un rendez-vous qui vient comme ça, comme une main tendue qu'on peut plus qu'on peut plus tendre sans craindre le virus. Plus sérieusement, eh bien voilà, vous avez été plusieurs à venir aussi un petit peu nous demander comment faire pour passer dans ce live. Alors pour rappel, effectivement, il y a cette petite pause estivale pour travailler sur le nouveau format. Ça va continuer à exister pour faire que ces 3 mois de vision qu'on a, on puisse un petit peu anticiper, puisque comme l'a dit Alexandre, comme l'ont dit aussi d'autres ici dans Come in Mag Live, heureusement, on a des clients, on a des campagnes, on a des annonceurs qui nous font confiance et qui ont décidé de malgré tout continuer pour avancer. Donc ça sera le maître mot avec bien évidemment cette petite phrase qu'on aime chaque fois rajouter de bien vous porter, mais en fait on se dit plutôt portez-vous bien pour que en toute belle santé on se retrouve à la rentrée avec d'autres agences, d'autres acteurs de ces métiers. Merci beaucoup Alexandre pour ce partage. Merci à vous deux pour aussi l'initiative parce que je pense que je la salue aussi parce que c'est génial, on se rend compte aussi, on pense qu'on connaît tous les acteurs et en fait il y en a bien plus qu'on pense et je trouve génial ce que vous faites et je pense que vous et quelque part, oui, alors justement, raison de plus. Et puis, je pense que, on voit quelque part des fois les crises, ce à quoi ça nous amène, et il y a beaucoup de choses positives, donc beaucoup d'opportunités. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Très joli, parfait. Alors, on prend cette phrase. Allez, alors à tout bientôt. Merci, à bientôt, et bon été à vous. Merci, ciao. Voilà, il est temps aussi de nous dire au revoir et puis de vous dire qu'on va faire une petite pause. Vous avez le temps et le droit de revoir certains lives. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a des petits couacs techniques, mais vous allez retrouver l'entier de ce live, non plus en 2 morceaux, mais en un seul. Vous avez tout ça sur cominmag.ch et sur la chaîne YouTube qui va avec. Et puis, faites-nous des petits coucous, des petits messages, des partages. On aime beaucoup. Ça bouge beaucoup du côté de LinkedIn. C'est très, très appréciable. Et puis, d'ici là, on va vous dire, cette fois-ci, je vais le dire correctement, portez-vous bien. Voilà, exactement. Allez, au 10 août. Bye bye. Et je lance une pub mensongère.